imaginez que vous deviez construire une arche, disons en pierre. Quelle forme choisiriez-vous pour maximiser sa résistance et sa durabilité? On trouve de toutes les formes dans l'architecture, des larges, des fines, des pointues, des circulaires, mais en existe-t-il une qui soit optimale? Et s'il existe une forme optimale, on aimerait l'exprimer comme une fonction. Par exemple une parabole, une hyperbole, un arc de cercle, un arc de cosinus. On peut imaginer comme ça une infinité de fonctions qui ont une forme d'arche, et on se demande s'il en existe une qui donne une arche optimale. Alors la réponse est oui, et je vais vous montrer la solution qui a été trouvée par Robert Hooke en 1671. Sa solution est la suivante. Prenez la forme que décrit un câble attaché à deux points fixes sous l'effet de son propre poids. Ensuite, renversez cette forme verticalement, et voilà, vous avez obtenu la forme de l'arche optimale. Alors il faut préciser que le câble en question doit être inextensible et sans rigidité. Inextensible, ça veut dire qu'il ne change pas de longueur quand on tire dessus, et sans rigidité, ça veut dire qu'on peut le plier sans résistance. Et le meilleur modèle pour ça, c'est une chaîne, donc des maillons qui sont entrelacés. Pour cette raison, la fonction qui décrit cette forme, on l'appelle la chaînette. Et la chaînette, en cartésien, s'exprime comme 1 sur a fois cosinus hyperbolique de ax, avec a un paramètre géométrique. Donc notre fonction pour l'arche optimale, elle sera de la forme moins 1 sur a fois cosh ax. Et je rappelle que cos hyperbolique, c'est la moyenne entre exponentielle de x et exponentielle de moins x. Alors d'abord, on va justifier la solution de Hooke, et ensuite on va démontrer pourquoi on a un cos hyperbolique. D'abord, on va considérer une chaîne pesante et une petite portion de cette chaîne. Cette petite portion de chaîne est soumise à trois forces. D'abord son poids, qui est dirigé vers le bas, et puis deux forces de tension. Une force de tension, c'est quand un objet tire sur un autre. Donc une force de tension qui vient de la portion de chaîne au-dessus, qui tire vers le haut, et une force de tension qui vient de la portion de chaîne qui est en dessous, qui tire vers le bas. Et ces trois forces se compensent exactement, vu qu'on est à l'équilibre. Et ce, pour tous les éléments de la chaîne. Ensuite, si on retourne ce système et qu'on considère la même portion de chaîne, alors là, il ne faut plus imaginer une chaîne, sinon ça s'effondrerait, mais un système qui a les mêmes propriétés et qui est continu. Donc par exemple, une chaîne qui serait faite de charnières, ou bien carrément une arche de pierre, vu que c'est notre objectif, eh bien on se rend compte que les forces qui s'exercent sur cette portion sont exactement inversées. Le poids est inversé par rapport à la figure, et ce qui était avant des forces de tension devient des forces de compression. Donc les forces de compression, c'est quand un objet pousse sur un autre. Donc ici, les pierres qui sont en bas poussent l'élément vers le haut, et les pierres qui sont en haut poussent l'élément vers le bas. Donc on a juste une inversion des trois forces, et quand on a uniquement une inversion des forces, on reste à l'équilibre. En effet, si pour la chaîne on avait la somme des forces égale 0, on a maintenant somme des moins forces égale 0. Parce que c'est comme si on multipliait tout par moins 1, et moins 0 c'est pareil que 0. Donc inverser toutes les forces préserve l'équilibre. Et il me semble que Hooke a utilisé une formule du genre l'équilibre est conservé à un signe près. Un truc comme ça. J'arrive pas à retrouver où je l'ai lu, donc à vérifier. Donc voilà, on conclut que la chaînette inversée, c'est une forme à l'équilibre. Et notez qu'on a trouvé ça en considérant uniquement le poids et les forces de compression, et pas les forces autres comme les forces de frottement qu'il y aurait entre les pierres, par exemple. Ça veut dire que cette arche est à l'équilibre, même si elle est faite d'éléments qui n'exercent pas de frottement entre eux. Donc par exemple, on peut imaginer une arche qui serait faite de petites sphères, juxtaposées sans frottement, et bien cette arche serait à l'équilibre. Alors bien sûr, c'est un équilibre instable, si on perturbe ça, ça s'effondre, mais ce qui compte, c'est que ce soit un équilibre. Vous allez voir après pourquoi. Alors pour l'instant, on a montré que la chaînette inversée, c'était une forme à l'équilibre. Mais on n'a pas montré pourquoi la forme à l'équilibre, c'est la forme optimale pour une arche. Et c'est ce qui nous manque pour vraiment justifier la solution de Hooke. Pour comprendre ça, on va considérer une arche qui justement n'est pas à l'équilibre, c'est-à-dire qui n'a pas la forme d'une chaînette inversée, par exemple un arc de cercle. Maintenant, on imagine qu'à un certain instant t, on élimine tous les frottements qui s'exercent entre les pierres de cette arche. Eh bien, toutes les pierres vont se mettre à tomber avec une accélération non nulle dès l'instant t. Parce qu'ici, le poids et les forces de compression ne se compensent pas. Donc ça veut dire qu'avant l'instant t, les frottements entre les pierres compensaient en permanence la tendance des pierres à tomber vers le bas. Par exemple, si on considère cette pierre en particulier, son poids et les deux forces de compression ne se compensent pas. Et si l'arche était en équilibre avant qu'on élimine les frottements, c'est justement parce que les frottements étaient là pour compléter l'équilibre. Et ça, c'est précisément ce qu'on veut éviter pour la durabilité d'un bâtiment. Il faut qu'il y ait le moins possible de forces autres que compression et gravité. Parce que ce sont elles qui sont à l'origine de l'usure. Pour faire une analogie plus simple, imaginons qu'on veuille fixer un poteau sur le sol avec du mortier. Est-ce qu'il vaut mieux le fixer comme ça, le truc en jaune c'est le mortier, ou bien comme ça? Évidemment, la première option est meilleure parce que c'est l'option dans laquelle si on enlève le mortier, le poteau est en équilibre. Alors que dans le deuxième cas, si on enlève le mortier, le poteau accélère vers le bas instantanément. Ce qui veut dire que le mortier compensait une force. Alors en pratique, le mortier peut supporter des forces assez importantes, mais même une force faible, avec le temps, ça peut entraîner de l'usure. Donc pour résumer, la chaînette inversée, c'est la forme optimale pour l'arche, pour deux raisons. D'abord parce que c'est la forme qui est à l'équilibre, et ensuite parce que la forme à l'équilibre, c'est celle qui minimise les efforts sur les matériaux.
Alors pour la petite histoire, Hooke a donné sa solution sous forme codée, en fait, sous forme d'anagramme, c'est ce qu'on voit ici, qui n'a été révélé qu'après sa mort d'ailleurs, et c'est l'anagramme de la phrase latine suivante qui veut dire « Comme le continuum flexible pend, le rigide se tient inversé ». Ces solutions codées, ça se faisait à l'époque pour montrer qu'on avait trouvé un truc sans forcément donner les détails et pour s'assurer la paternité de la découverte. Ici, il fait une liste de 10 découvertes qu'il a faites, et c'est drôle de voir que la suivante, c'est celle pour laquelle il est le plus connu, c'est-à-dire la loi de Hooke, pour la force élastique F égale moins kx, qu'on voit tous au lycée. Et ici, l'anagramme signifie « comme le poids va l'extension ». Et il faut quand même rendre hommage au style quand il dit qu'il donne ses découvertes pour remplir l'espace vide en bas de la page. Alors quelques années plus tard, il a utilisé ce principe de la chaînette inversée pour construire le dôme de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Dans ce dôme, en fait, il y a un dôme interne qui est hémisphérique, un dôme externe qui est aussi hémisphérique pour l'esthétique, et pour l'aspect structurel, il y a un dôme en chaînette inversée qui est entre les deux. Et ça, c'est assez ironique parce que le dôme optimal, par contre, ce n'est pas une chaînette inversée. Enfin, la section du dôme optimal, ce n'est pas la chaînette inversée. Je ferai une vidéo prochainement sur le dôme optimal et on verra pourquoi, dans ce cas-là, la chaînette ne marche pas. Alors, on saluera quand même le génie initial d'avoir trouvé la solution pour l'arche, même si la première application était un peu foireuse. Bon, maintenant qu'on a l'explication qualitative de pourquoi la chaînette inversée est la forme optimale pour une arche, il nous reste à comprendre pourquoi on a un cos hyperbolique dans la chaînette. Et là, on aura compris tous les aspects du problème. Alors c'est parti, on considère la chaînette dans le plan xy et on cherche à décrire sa forme comme y, une fonction de x. Pour ça, on va faire un bilan de force sur une portion infinitésimale de la chaîne. Donc on considère une petite portion de cette chaîne située entre x et x plus dx qui correspond à la hauteur y et y plus dy. Cette portion de chaîne est soumise à la tension qui tire vers le bas et qui est tangente à la courbe et à la tension qui tire vers le haut, aussi tangente. Alors le module de cette force de tension dépend de la position, c'est pour ça que j'ai mis une dépendance en x. Et on a aussi le poids dirigé vers le bas, que je ne vais pas garder sur le schéma parce que ça va un peu encombrer, donc gardez-le en mémoire. Ensuite, on va utiliser l'angle que forme la courbe avec l'horizontale. Donc c'est un angle alpha qui varie en fonction de x. Maintenant, on va projeter les forces sur la direction x et y. On commence par la direction x. On a d'abord la force qui est en bas, qui est moins t cos alpha, moins parce qu'elle va vers la gauche, et cos parce qu'on projette sur l'horizontale. Et la force est appliquée en x, donc on évalue tout t et alpha en x. Ensuite, on a la force du haut qui sera aussi t cos alpha, à part qu'on l'évalue en x plus dx, et positif parce que ça va vers la droite. Et on est à l'équilibre, donc le tout égale 0. Maintenant, les deux termes qu'on a ici, on peut le voir comme la variation infinitésimale de t cos alpha. On peut le voir comme la dérivée par rapport à x de t cos alpha fois dx. C'est-à-dire simplement la différentielle de t cos alpha. Et si la différentielle de t cos alpha est égale à 0, ça veut dire que t cos alpha est une constante. Cette constante, on va l'appeler t0, c'est-à-dire la tension qu'on a en une position de référence que je vais prendre égale à 0. Donc t0, c'est la valeur de la tension en x égale 0. Donc voilà un premier résultat, je vais effacer le reste et garder juste ça. Maintenant, on va faire pareil sur la direction y. Donc selon y, on a les deux mêmes termes, à part qu'on a des sinus au lieu des cosinus, auquel on ajoute le poids dirigé vers le bas, donc négatif, qu'on écrit dmg, dm c'est la masse du petit élément infinitésimal, et ce dm on va l'écrire lambda dl, donc lambda c'est la densité linéaire de masse, et dl c'est la longueur de l'élément de chaînette. Donc ici, les deux premiers termes, on leur applique le même traitement, donc on a différentiel de t sinus alpha, et je mets le poids de l'autre côté, donc égal lambda dlg. Et si on intègre les deux côtés, on obtient t sinus alpha égale lambda g L. Alors ici, on a intégré l'élément de longueur, ça nous donne la longueur elle-même, donc en fait, c'est l'abscisse curviligne le long de la courbe. Et voilà le résultat selon y, donc on va aussi effacer le reste et garder juste ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, rappelez-vous, on veut y comme une fonction de x. Et pour l'instant, y n'apparaît pas du tout. Donc on va le faire apparaître avec un petit tour de passe-passe. Ce qu'on va faire, c'est diviser le résultat y par le résultat x, terme à terme. Donc ça élimine la tension, ça fait apparaître la tangente alpha, et c'est égal à lambda g sur t0 fois L. Alors en quoi ça nous aide? Parce qu'on a du alpha et du L, et on n'a pas du tout du y. D'abord, il faut réaliser que tangente alpha, c'est égal à la dérivée de y, que je vais noter y'. On peut voir ça dans le schéma en bas. Si on prend la tangente de alpha, la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent, donc l'opposé c'est dy, et l'adjacent c'est dx. Donc le rapport, ça nous donne la dérivée. Et ça d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les fonctions en général. La dérivée d'une fonction, c'est égal à la tangente de l'angle entre la fonction et l'horizontale. Donc on remplace tangente alpha par y'. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec L? Je rappelle que L, c'est l'abscisse curviligne. Ça, c'est beaucoup plus dur de l'exprimer en fonction de x et y. Par contre, sa dérivée, L, c'est assez facile. En effet, la dérivée de L par rapport à x, on peut montrer que c'est égal à la racine de 1 plus y' carré. Alors ça, encore une fois, on peut le voir dans le petit triangle en bas. Si on applique juste Pythagore directement, on trouve que dl, c'est la racine de dx carré plus dy carré. Et si on factorise dx, on trouve ce que j'ai écrit plus haut. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais dans l'expression, c'est pas dérivée de L qu'on a, c'est L. Mais c'est pas grave, il suffit de dériver notre expression par rapport à x, donc on a bien dérivée de L qui apparaît. Le seul prix à payer, c'est que du coup, de l'autre côté, on a y'',
donc on aura une équation différentielle du second ordre à la fin au lieu du premier ordre, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on remplace par la racine de 1 plus y' carré, et là ça y est, on n'a que du y dans l'expression. Et je remplace aussi lambda g sur t0 par une constante unique a. Donc tout ce périple pour arriver à cette équation différentielle sur y, qui est le début de la deuxième partie du voyage. Et oui, parce que c'était que la première partie. Je vous laisse faire pause pour anticiper si vous êtes un amateur des quadifs. Mais en vrai, c'est assez direct, on met tous les termes qui contiennent du y du même côté, on intègre. Là, il faut connaître ces tables, mais à gauche, on reconnaît la dérivée d'un sinus hyperbolique inverse. À droite, c'est facile, on a juste ax, avec aussi en principe une constante, mais vu mon choix de position de référence, c'est égal à 0. Donc c'est toujours un souci en moins. Ensuite, ce qu'on veut,', donc on isole y', on se retrouve avec du sinus hyperbolique de ax. Et pour avoir y, on intègre encore une fois. La primitive de sinus hyperbolique, c'est cos hyperbolique. Donc on se retrouve avec du 1 sur a cosh ax, avec encore une fois en principe une constante, mais ça fait juste un décalage vertical, donc on va le virer. Et voilà, on a retrouvé l'expression de la chaînette qui est 1 sur a cosh ax. Donc pour résumer, on a fait un bilan des forces sur un élément infinitésimal de la chaîne, on en a tiré une équation différentielle, dont la résolution nous a donné 1 sur a cosh ax, où je rappelle que a c'est lambda g sur t0. Alors cette constante a, elle n'est pas très tangible, surtout à cause du t0, donc je vous donne son expression en termes géométriques. Donc si la chaînette est disposée comme ça dans le plan, on peut montrer que a s'exprime comme l'inverse de L carré sur 8h moins h sur 2, où L c'est la longueur totale de la chaîne et h c'est la hauteur indiquée sur la figure. Voilà, on a dit l'essentiel sur la chaînette. Un petit mot pour finir. On a vu que la chaînette c'était la solution de cette équation différentielle. Donc d'un côté on peut voir la chaînette comme le y qui satisfait cette équation, mais il existe aussi une deuxième manière de voir qui est que la chaînette c'est le y qui minimise une certaine quantité. Une quantité qu'on note s de y, y c'est notre fonction, et s c'est ce qu'on appelle une fonctionnelle. Une fonctionnelle c'est un objet qui associe un nombre à une fonction, et on utilise des crochets plutôt que des parenthèses pour les distinguer des fonctions normales. Alors ça c'est un fait général en physique, à chaque fois qu'on a une équation différentielle, on peut dire que la solution de cette équation différentielle c'est la fonction qui minimise une certaine quantité qu'on appelle souvent l'action. C'est deux manières de voir qui sont mathématiquement équivalentes. Alors à votre avis, quelle est la fonctionnelle qui correspond à cet équadif? Alors je vous donne l'expression et on discute après. C'est lambda gy fois racine de 1 plus y' carré, le tout intégré entre les deux points d'attache de la chaîne. Alors les fonctionnels en physique c'est toujours sous forme d'une intégrale, et ce qu'il y a dans l'intégrale c'est ce qu'on appelle le Lagrangien, qu'on note avec un L un peu stylisé comme ça. Alors voyons un peu, dans cette intégrale on reconnaît ce terme qui est juste le dl, donc la longueur de l'élément infinitésimal de chaîne, multiplié par le lambda ça nous donne la masse de l'élément infinitésimal, donc finalement c'est l'intégrale de dmgy. Alors là vous reconnaissez peut-être le mgh, en fait c'est juste l'énergie potentielle totale de la chaîne. Donc finalement la forme que prend la chaîne c'est la forme qui minimise son énergie potentielle. Alors je vous l'ai présenté comme ça de manière un peu ad hoc, mais en fait on aurait pu le postuler dès le début. C'est un principe qui est suffisamment fondamental. En fait un système tend toujours vers son état d'énergie potentielle minimale. Ça on peut s'en convaincre de la manière suivante. Imaginons la chaînette dans sa position d'équilibre. Maintenant si on veut perturber cette chaîne, en poussant par exemple dans cette direction, la chaîne se déforme en opposant une résistance. Et qui dit résistance et déplacement dit travail. Donc si on doit fournir du travail, c'est-à-dire de l'énergie, à la chaîne pour la déformer, c'est que de base elle est à son minimum. Ensuite, il y a aussi une autre manière de voir, si on élimine la constante g, on n'a plus l'énergie potentielle, mais on a la position verticale du centre de masse. Donc la chaînette, c'est la forme qui donne le centre de masse le plus bas. Et étonnamment, si on transpose ça au cas de l'arche optimale, c'est celle dont le centre de masse est le plus élevé, ce qui est un petit peu contre-intuitif. Et ici, j'ai le droit d'enlever g, parce que si on minimise une fonctionnelle, on minimise aussi la fonctionnelle à une constante près, si la constante est positive. Alors cette histoire de minimisation d'une fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle la version variationnelle de l'équation différentielle, et la méthode de résolution associée, c'est ce qu'on appelle une méthode variationnelle. Alors je ne vais pas la faire parce que c'est un petit peu plus technique, mais juste pour donner une idée, on résout ce genre de problème en utilisant l'équation d'Euler-Lagrange, qui porte sur le Lagrangien, et on ajoute aussi souvent une contrainte, donc ici ça serait une contrainte sur la longueur totale de la chaîne. Parce que si on demande juste une fonction qui minimise la hauteur, ou l'énergie potentielle, ça va juste vous donner une fonction qui est moins l'infini. Donc il faut contraindre la longueur de la fonction. Voilà, ce sera tout sur l'arche optimale et la chaînette, et à bientôt.